Bon, je crois qu'on va se lancer. Bonsoir à tous, merci d'être venus plus nombreux que ce qu'on avait dans les inscriptions, donc ça nous fait forcément plaisir. Vous êtes une petite dizaine au total, on va compter les intervenants en présentiel, mais il faut aussi faire justice à nos participants en visio. On avait une dizaine d'inscrits, donc on sera vigilant à faire la navette entre la salle et la visio, puisque ce soir, vous êtes aussi venus pour vous exprimer, poser des questions. Donc ma collègue au fond de la salle, je le dis aussi pour les participants en visio, sera chargée de se faire leur porte-voix et on prendra les questions par ordre chronologique en alternance en présentiel et dans la salle. Avant le propos introductif, je signale aussi la présence de mon collègue Bastien sur ma droite qui est en charge de prendre en note le compte-rendu. Vous l'avez compris, on vous l'a dit à l'entrée, on enregistre en format vidéo pour que l'ensemble de ce temps de réunion ce soir soit accessible au plus grand nombre derrière, que ça constitue aussi une banque de données pour la suite de la concertation. Et donc, on fait un compte-rendu un peu verbatim dans la mesure du possible. Et on a bien sûr la capture vidéo pour avoir l'intégralité des propos. On est donc ce soir sur un format un peu particulier dans le cadre de cette concertation qui a démarré le 4 décembre, puisqu'on fait un zoom sur la thématique de l'eau, qui nous permet à la fois de prendre une vision un peu plus large que celle du projet grâce à nos intervenants. Donc je remercie M. Lansou qui représente le SCOT en tant que directeur adjoint qui prendra la parole en introduction. On aura un petit temps de questions-réponses qui lui sera dédié. Et après, on basculera avec M. Kress qui est responsable environnement et sécurité des procédés pour le GIE. Donc ça nous permettra d'avoir ce travail de Zoom plus ou moins progressif sur le projet. Et on laissera ensuite la parole aux équipes d'Élise Énergie qui vous présenteront à la fois le projet et les usages de l'eau dans le cadre spécifique du projet. Donc, on va essayer d'alterner des temps d'échange avec des temps de présentation. Ce n'est pas un exercice très simple parce qu'il faut aussi laisser aux interlocuteurs le temps de développer leurs pensées, qu'on ait tous le même socle d'informations avant d'échanger. Mais je suis là pour m'assurer qu'à la fois le micro circule et puis qu'on écoute bien nos intervenants. Donc tout ça devrait nous tenir entre 1h, 1h30. Mais bien sûr, en fonction des questions et réponses, le temps pourra être un petit peu distendu puisqu'on a la salle jusqu'à 22h, 22h30. Donc je ne dis pas qu'on durera jusqu'à 22h30, mais on a aussi un temps convivial à la fin. Donc bien sûr, on pourra prolonger les échanges de façon un peu plus informelle. Voilà, donc mon rôle ce soir est de faire aussi un peu le maître du temps, de laisser la parole au garant et de m'assurer que le micro circule. On prend la parole les uns après les autres parce que comme on enregistre, il faut aussi que les personnes en visio puissent nous suivre et qu'on soit audible, donc parler dans le micro. Une fois qu'on a ces règles en tête, normalement, on est tous en capacité d'interagir de la même façon. Je vais laisser les garants introduire ce temps d'échange et se présenter. Récupérer la zapette peut-être pour faire défiler les slides. Et on est officiellement lancé pour ce temps de conférence-débat sur l'eau. Bonsoir à toutes et tous, beaucoup de tout d'ailleurs, plus que de tous, mais il y en a quand même. On est bien heureux d'être là parce que cette conférence sur la ressource en eau est quand même important pour la concertation. Donc je dis nous, c'est Valérie Dejour et moi-même, Jonas Rossard. Donc on a été désignés comme garant de cette concertation par la Commission nationale du débat public. Et on va prendre quelques temps, pas très longtemps, mais quand même pour présenter à la fois ce que c'est que cette commission nationale et puis notre rôle en tant que garant désigné par la CNDP pour vous expliquer un petit peu tout ça. Alors peut-être déjà pour vous dire en 2 mots ce que c'est que la Commission nationale du débat public, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une autorité administrative indépendante, un petit peu comme la CNIL, pour ceux qui connaissent mieux, un peu plus connue du grand public sur l'informatique et liberté, qui a vocation à défendre et garantir un droit constitutionnel. Peu de gens le savent, mais c'est un droit constitutionnel, le droit de l'information et de la participation des publics, des citoyens sur les projets ayant une incidence sur l'environnement. Voilà, c'est un terme large, mais pour dire que concrètement, en tant qu'habitant, en tant que citoyen, vous avez le droit de participer à la décision sur un projet à proximité de chez vous, d'une taille un peu importante. Ce n'est pas tous les projets qui sont concernés, mais celui-ci, donc le projet EM Rhône, porté par Élise Énergie, en fait partie, rentre dans les seuils budgétaires et est donc soumis à cette concertation obligatoire, réglementaire, préalable. Le terme préalable a son importance parce qu'elle se positionne avant la décision de faire ou pas faire ce projet-là.
Ça, on y tient beaucoup à la CNDP. La concertation n'a pas vocation qu'à discuter comment on pourrait mettre en œuvre ce projet, mais aussi de réfléchir au pourquoi ce projet et est-ce que vraiment il est opportun. Donc c'est vraiment cette double réflexion qu'on met sur le débat dans cette concertation préalable. Est-ce que le projet est opportun? Et si oui, dans quelles conditions le mettre en œuvre pour qu'il soit le plus adapté à la fois à l'environnement social, économique, humain et écologique et naturel. Voilà un petit peu en préalable. Peut-être rappeler aussi les valeurs qui sont défendues par la CNDP. C'est important parce que nous, on inscrit notre action dans le cadre de ces valeurs-là. On n'invente rien, on respecte ce cadre fixé par la CNDP. Donc que vous l'ayez bien en tête, c'est l'indépendance déjà vis-à-vis de l'ensemble des parties prenantes, des partenaires. Donc pour le dire clairement, par rapport aux maîtres d'ouvrage, aux porteurs de projet Élise Énergie, qui est là ce soir, nous, on est totalement indépendants. On n'est pas rémunéré par eux. On est indemnisé donc, par la Commission nationale du débat public, mais on intervient en totale indépendance. Neutralité, c'est-à-dire que notre rôle n'est pas, contrairement à des commissaires enquêteurs, vous connaissez certainement mieux la procédure d'enquête publique qui, elle, arrive en aval d'un projet. Nous, on est en amont. La enquête publique est vraiment en aval, une fois que le projet est finalement bien avancé. Les commissaires enquêteurs vont donner leur avis. Nous, ce n'est pas notre rôle en tant que garant. On reste neutre par rapport au projet. On est vraiment là uniquement pour vérifier que les conditions soient bien réunies pour permettre une concertation sincère, transparente, qui permette au public de s'exprimer, d'être entendu et de vérifier que les arguments qui ressortent de cette concertation soient bien intégrés dans la décision. Même si ce n'est pas nous qui prenons la décision au final, c'est bien le maître d'ouvrage qui reste décideur, mais on est quand même là pour vérifier tout ça. Transparence, donc je le redis, c'est une évidence, mais il faut le dire. Notre rôle, c'est d'intervenir aussi pour vérifier que tous les sujets sont mis sur la table par le maître d'ouvrage en toute transparence, qu'il n'y ait rien qui est mis sur le tapis. On a fait pour ça une étude de contexte en préalable. Certains d'entre vous nous ont rencontrés avant la concertation pour vérifier un petit peu que voilà, tous les sujets étaient bien abordés dans le dossier de concertation qu'on a construit avec le maître d'ouvrage. Argumentation, une valeur aussi importante, c'est-à-dire que ce qui compte, et on compte vraiment sur vous ce soir pour être dans cette argumentation, pour nous, pour faire notre bilan ensuite, parce qu'on va rédiger un bilan de la concertation, ce qui compte, c'est bien les arguments que vous allez donner au projet. Et d'ailleurs, qu'importe si vous êtes une seule personne à donner un argument ou 100, enfin voilà, la valeur d'un argument pour nous est importante et des réponses apportées par le maître d'ouvrage. L'égalité de traitement, voilà, que vous soyez élu, que vous soyez simple citoyen, pour nous, c'est la même chose. On prendra votre parole au même niveau. Et puis l'inclusion, c'est aussi une valeur très importante à nos yeux, c'est-à-dire que, vous voyez, ce soir, on n'est pas très nombreux, on est très heureux de vous accueillir déjà, ça fait, je pense, suffisamment de monde pour avoir un débat riche, mais on souhaite avoir plus de monde, donc on met en place aussi des dispositifs. On a demandé aux porteurs de projets de mettre en place des dispositifs qui vont devant les publics pour aller les interroger. Donc on a fait des stands sur le marché de péage, on est allé aussi au Carrefour. Voilà, on essaie d'aller là où il y a du monde pour aller leur présenter le projet et puis recueillir la parole autant que faire se peut. Voilà un petit peu nos rôles. Je ne sais pas, Valérie, si tu veux rajouter 2-3 mots sur ça. Déjà, je vais dire bonsoir à toutes et à tous, même s'il y a plus de tous que de toutes d'ailleurs. Simplement, moi, je reviendrai sur 2 choses. C'est dire que à la fin de cette concertation, qui est vraiment avec l'image de dire qu'on est dans une dynamique vivante, où toute contribution peut permettre d'enrichir le projet à quelque niveau qu'il soit. Donc, il faut vraiment le voir comme quelque chose qui s'incrémente au fur et à mesure. C'est vraiment une démarche qui se veut vivante, d'où effectivement des ateliers, concertations mobiles, etc., qui permettent des temps différents d'aller écouter les personnes. À la fin de la concertation, en tant que garant, on a 1 mois pile pour faire un bilan. Ce que je voulais dire là-dessus, c'est que depuis le cadre réglementaire a
évolué et le code de l'environnement et le code de l'urbanisme se rapprochent un petit peu. Et donc, si le maître d'ouvrage, à la fin du bilan, il faut qu'il dise pourquoi ou pas il continue son projet. Si le projet se continue, il y a maintenant une concertation continue. L'idée est vraiment maintenant dans l'esprit, j'allais dire, de la loi pour, j'allais dire, continuer à faire que le citoyen et sa parole soient entendues, c'est que la concertation continue, si le projet se poursuit, bien évidemment, pourra continuer à être informé et participer jusqu'à l'enquête publique qui donnera un autre temps de concertation plus formel. Voilà, donc je tenais à vous dire aussi que cette concertation est un premier temps d'échange et de débat et on verra jusqu'où cet échange se fera. Merci et bon débat. Merci beaucoup. Alors, vous avez les contacts des garants aussi, si vous voulez leur adresser directement un mail sans passer par le site internet. On vous les remettra en fin de présentation. Effectivement, comme le rappelait Madame Dejour, donc, nous, on est sur une période du 4 au 25 février, 4 décembre au 25 février, qui nous permet surtout de discuter de sujets à un stade très amont du projet où toutes les études n'ont pas pu être conduites. L'objectif, c'est d'accompagner ce dossier jusqu'à l'enquête publique 2024-2025. Donc, ça veut dire qu'au milieu, il y a une période de concertation continue et, entre-temps, des bilans, des réponses, des échanges avec le cadre administratif qui permettent de bien faire l'accompagnement en fonction des stades d'avancement. Je ne reviendrai pas sur les différents formats qu'on a déployés pour aller au-devant des personnes, puisque M. Frossard a fait le rappel. Mais effectivement, pendant toute cette période jusqu'au 25 février, on a encore un peu de temps à passer sur le terrain à la rencontre des publics qu'on espère les plus variés possibles. Et puis, il reste les outils classiques, dossiers de concertation, cahier d'acteurs que vous pouvez déposer au nom d'une structure directement en ligne ou auprès de vos mairies. Nous, après, on va collecter tout ce qui a été laissé comme contribution dans les registres en mairie. On a une messagerie vocale et je sais qu'on nous a fait la remarque ce matin, certains parmi vous l'ont peut-être remarqué aussi. Notre site internet a été signalé comme malveillant, mais nous sommes en train de le récupérer. Donc on a récupéré un accès total depuis les téléphones. Maintenant, on passe sur l'accès total depuis le site internet. Les objectifs pour ce soir, c'est donc faire un focus sur le sujet eau, entendre vos questions et surtout bénéficier d'un maximum de retours qui ensuite accompagneront le dossier, vous l'avez compris, pendant encore quelques mois, voire années. Donc je ne vais pas être beaucoup plus longue, juste vous rappeler qu'après l'intervention de M. Lansou, on aura un temps de questions-réponses si vous voulez vous adresser directement à M. Lansou. Et on enchaînera sur une deuxième partie d'une vingtaine de minutes et on refera circuler le micro dans la salle à ce moment-là. Nos interlocuteurs pour ce soir, Raliz El-Kortobi, donc, qui représente directeur de projet Emeraude, Mélanie Jaspard et Christophe Garot, qu'on a au premier rang, qui seront là pour parler des procédés plus en détail. Et je les ai présentés tout à l'heure, nos intervenants invités ce soir, M. Cress et M. Lansou. Donc, M. Lansou, je vous laisse la parole sur le sujet de la ressource en eau et le regard du SCOT, du coup. Peut-être je veux vous passer mon micro. Merci. Donc, Cédric Lansou, donc, je suis directeur adjoint au syndicat mixte des Rives du Rhône. Donc, le syndicat mixte des Rives du Rhône, qui porte le SCOT du même nom. C'est un syndicat qui, en gros, a pour mission principale de porter le SCOT, le schéma de cohérence territoriale. Donc, il y a un document de planification, mais avant tout un projet politique des élus locaux. Donc, sur le syndicat mixte des Rives du Rhône, on a 6 communautés de communes ou communautés d'agglomération qui sont membres, avec les principales villes, donc Vienne, Annonay, Roussillon, sur 5 départements, Ardèche, Drôme, Loire, Isère et Rhône. Le projet, donc le SCOT, il est plus large que la ressource en eau. En gros, c'est un projet de territoire qui doit reprendre donc, les lois, les documents de rang national, de rang régional, qui mixent tout ça. Les élus donc, prennent en compte ces lois et adaptent au contexte local. Et derrière, le SCOT, pour sa mise en œuvre, donc il doit être mis en œuvre par les PLU, plans locaux d'urbanisme, par les communes et intercommunalités, et aussi par les projets d'envergure, dont le projet EM Rhône, qui devra être compatible avec le SCOT. Donc, sur la question de la ressource en eau,
Donc, le syndicat mixte le SCOT aborde cette question. L'objectif, c'est de protéger la ressource en eau et de s'assurer de l'adéquation des besoins et des ressources disponibles. Il y a un gros enjeu sur le territoire sur la question de la ressource en eau, notamment sur le Nord-Drôme, où il y a des situations assez tendues avec, pendant un moment, plus aucun permis qui n'ont été délivrés. Et on sait que c'est une situation avec le réchauffement climatique qui est amené à s'aggraver dans le temps sur le territoire du syndicat mixte du Rive-du-Rhône, mais aussi au niveau national. Donc c'est une question qui est primordiale et qui doit bien être prise en compte. Donc globalement, sur le secteur, la ressource disponible, elle semble suffisante pour assurer tous les différents usages qui sont nécessaires, que ce soit l'eau potable, l'industrie, l'irrigation, les milieux aquatiques, en sachant que sur les rives du Rhône, globalement, le plus gros consommateur d'eau, enfin préleveur d'eau, c'est la centrale nucléaire, mais qui rejette quasiment tout. Et ensuite, c'est l'agriculture avec 60 à 70% de la consommation sur le territoire. Les élus dans ce secteur ont mis en place un PTGE, projet territorial de gestion de l'eau, donc pour s'assurer en fait de la quantité d'eau, qu'elle soit bien disponible, et s'assurer qu'il n'y ait pas de problème à ce niveau-là. Il va y avoir une nécessité pour le territoire de mettre en place des mesures complémentaires. Comme je vous ai dit, la ressource en eau, elle est suffisante aujourd'hui, mais elle n'est pas abondante. Donc il faut se préparer en fait à s'adapter à ce risque de ne plus avoir assez d'eau. Donc les élus, il y a plusieurs solutions. On peut jouer là-dessus sur la vocation résidentielle. On accueille moins. Voilà. On réduit les prélèvements. On crée des interconnexions. Plusieurs choses possibles. Donc il y a eu des gros efforts sur le territoire des industriels. Ils consomment une certaine quantité d'eau. Par contre, c'est vrai qu'aujourd'hui, les industriels du territoire sont peut-être ceux avec les habitants qui ont fait le plus d'efforts aujourd'hui. Sur la plateforme chimique, plus précisément, il y a une forte baisse de la consommation d'eau ces dernières années, ce qui permet de dégager aussi des nouvelles capacités donc pour accueillir d'autres entreprises ou d'autres projets. Il y a des réflexions aussi qui sont en cours, donc l'utilisation des eaux grises, qui peuvent permettre la réduction des prélèvements dans le milieu naturel. Et voilà. Donc, plus particulièrement donc, sur la plateforme chimique de Roussillon-Salaise, donc l'industrie chimique sur le territoire, l'industrie, c'est quelque chose qui est assez ancien sur le territoire. Donc, le territoire est très industriel. Et la plateforme chimique, c'est un des sites majeurs du territoire, avec 2000 emplois à peu près. C'est un emblème d'une activité historique. Et dans le SCOT, il est identifié comme un site d'enjeu métropolitain et régional, voire même national. Avec une volonté des élus locaux en fait, de soutenir le développement de ce site pour développer l'industrie. Des difficultés qui sont de plus en plus importantes pour l'industrie, donc une concurrence de plus en plus forte avec la mondialisation, des évolutions de normes donc, qui vont dans le bon sens, mais qui impliquent aussi des adaptations assez importantes sur les process, sur les façons de faire. Cette mise aux normes, donc, elle est forcément nécessaire, mais compliquée, parce que c'est des enjeux financiers qui sont très élevés, des enjeux, voilà. Donc, ça se fait petit à petit. Voilà. Et pour finir, donc, sur ce projet, donc, EM Rhône plus particulièrement, il y a une forte attente des élus. Donc, ce qu'on a vu, c'est que le projet EM Rhône, c'est le 9e plus gros projet en termes industriels financiers de 2023 à l'échelle nationale. Donc, c'est un projet qui est d'envergure nationale, qui nécessite d'être ultra vertueux. Donc, l'objectif sur l'eau, c'est d'avoir une consommation d'eau la plus faible possible, forcément, avec des process innovants. Et du coup, ce projet doit être exemplaire, il doit servir de vitrine pour le territoire. Les élus seront prêts à l'accompagner, mais ils ont des attentes aussi à ce niveau-là. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on se lance sur le projet? Donc, vous l'avez compris, des questions plus liées au contexte qui vient de nous être présenté, avec les attentes des élus. Je pense que c'était le mot de la fin de votre intervention, mais je pense qu'on le retiendra tous. On peut enchaîner rapidement. Est-ce que, Camille, en visio, il y a des personnes qui ont des questions sur cette présentation faite par M. Lansou sur le SCOT?
Pas de questions. On pourra toujours les prendre par la Question. suite. Oui, question. Pas de questions. Ok, très bien. Alors, je vous propose qu'on enchaîne si ça convient à tout le monde. On va accueillir Monsieur Cress avec un petit changement de tribune. Est-ce que vous voulez changer vous-même les slides ou je continue? Par exemple. Je vous laisse faire. Très bien, mesdames, messieurs, bonsoir. Alors, la mission du GIE, le cadre réglementaire et la fourniture de services. Alors, Osiris, gestionnaire de plateforme, qu'est-ce que ça veut dire? Osiris existe depuis 1999 et la plateforme, dans son sens historique, c'est la réunion de deux usines aux Roches-de-Condrieu et à Roussillon qui accueillent plusieurs acteurs juridiquement indépendants. Aujourd'hui, à peu près une vingtaine. Et puis, depuis le 31 janvier 2023, à peine un an, même pas, la notion de plateforme, elle s'entend d'une autre manière. Uniquement le site de Roussillon, au sens d'un arrêté ministériel qui définit ce qu'est une plateforme chimique et qui dit en substance que les responsabilités du gestionnaire de plateforme, et en l'occurrence GIE Osiris, vont être augmentées progressivement, vont être de nature, disons-le, avant-gardiste. Bien sûr, ça se fera aussi avec des contreparties, puisqu'il faut motiver l'ensemble des grosses plateformes qui seraient candidates à ce statut à y aller effectivement. Un exemple très concret, c'est qu'aujourd'hui, la taxe sur le transport de l'électricité, eh bien, elle tombe pour l'ensemble des sociétés qui sont sur la plateforme. Ça représente quelque chose comme 8 € ou 10 € le mégawattheure, je crois, donc c'est non négligeable. Alors, Osiris, gestionnaire de plateforme, aujourd'hui je vais vous parler essentiellement de l'eau, hein, c'est le sujet. Ça veut dire que nous sommes la seule entité sur la plateforme de Roussillon, alors à peu près 15 entreprises à Roussillon, nous sommes la seule entité qui est autorisée à prélever dans les eaux souterraines. Alors, comme la centrale de Saint-Alban, nous aussi, hein, ce qu'on prend, on le rejette pratiquement en totalité, à une grosse différence qui est que nous prélevons dans le milieu souterrain les nappes phréatiques pour rejeter dans le milieu superficiel le canal national du Rhône puis le Rhône. Alors, seule entité à prélever de l'eau pour une autorisation aujourd'hui de 180 000 m3 jour. Un habitant, je crois, en moyenne, c'est de 130 à 150 litres par jour. Donc, cette autorisation, c'est l'équivalent d'une population d'1 300 000 habitants. Heureusement, vous allez le voir, nous sommes largement en dessous parce que, évidemment, c'est plus quelque chose qui correspond à l'ère du temps. Donc, cette eau, on l'utilise, nous, sous un vocable qui s'appelle eau brute, c'est de l'eau de nappe, même pas désinfectée, essentiellement pour refroidir nos procédés. Et on peut la transformer de deux manières pour faire de l'eau déminéralisée, parce que c'est utile pour faire de la chimie dans l'eau en évitant les réactions secondaires avec les sels qui peuvent être dissous dans cette eau. Et nous fabriquons aussi une eau un peu spéciale qu'on appelle l'eau alimentaire pour chaudière, où il faut éviter les problématiques de corrosion, donc on y met des agents anticorrosifs. On est à l'autre bout du cycle de l'eau au niveau du rejet et de la dépollution. Nous sommes propriétaires, GIE Osiris, d'une station d'épuration biologique. Et on pourra en discuter plus avant tout à l'heure. Et également, nous sommes responsables du rejet que j'appelle point kilométrique 54,5 à décompter à partir de la confluence du Rhône et de la Saône. Et c'est le seul et unique rejet de l'ensemble de l'usine chimique de Roussillon au canal national du Rhône ou au milieu naturel. C'est le regroupement de 15 rejets pratiquement, puisqu'il y a 15 entreprises, en un seul rejet. Les entreprises sont responsables de ce qui sort de chez elles et nous sommes doublement responsables du cumul de ces 15 rejets en un seul rejet unique. Alors, je reviens sur les usages de l'eau. Les usages de l'eau, ils ont fortement diminué depuis une dizaine d'années, à peu près moins 50%, moins 48% exactement.
Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est très en dessous de notre autorisation et on doit consommer de l'eau pour à peu près l'équivalent de 600 000 habitants, quelque chose comme ça. Ça reste quand même très important. Et c'est probablement quelque chose qui devra continuer d'évoluer fortement parce qu'aujourd'hui, cette eau, elle est prélevée dans un écosystème phare qui s'appelle l'île de la Platière, qui est un écosystème à très fort enjeu, classé Natura 2000, qui est sous le couverture de la directive oiseaux, etc. Et c'est un écosystème très important sur le linéaire du Rhône. Réduire les consommations d'eau, c'est quelque chose qui va rentrer dans un cadre qui est le plan territorial de gestion de l'eau, mais il y a un autre cadre qui vient en parallèle et qui est prôné par le ministère, qui sont les plans de sobriété hydrique. Donc, nous, Osiris, allons coordonner la politique globale de l'eau, mais chacun des 15 opérateurs, de plus en plus, va être soumis à son plan de sobriété hydrique qui répond aux problématiques de sécheresse. Alors, le plan territorial de gestion de l'eau, c'est un très bel objet qui est devenu une réalité depuis que Madame la préfète coordinatrice de bassin l'a signé il y a quelques semaines. Et c'est une réalisation importante de l'ensemble des parties prenantes qui ont, depuis 10 ans, travaillé à peu près à ça. Je serais dans l'incapacité de vous citer tout le monde, mais il y a vraiment beaucoup de gens qui se sont mobilisés pour ça. C'est une belle réalisation. Elle va prendre la forme de 4 projets qui concernent la Compagnie nationale du Rhône, la plateforme chimique de Roussillon, les agriculteurs et la zone industrielle Inspira. Moi, je vais simplement vous parler de ce qui concerne la plateforme chimique de Roussillon et la nécessité pour nous de transférer 30 000 m3 jour d'eau vers un champ captant en rive gauche, éloigné de l'île de la Platière. Alors, l'autorisation de 180 000 est destinée à devenir une double autorisation pour un cumul maximum de 85 000 m3 jour, 55 000 sur l'île de la Platière et 30 000 sur le champ captant rive gauche. 85 000, vous me direz, nous y sommes déjà. Nous avons, un intérêt important, les industriels, à baisser largement en dessous de ça. C'est une question de survie, on pourra en reparler. Alors, ce projet porté par le plan territorial de gestion de l'eau pour la partie plateforme, eh bien, sur ce plan, ici, le champ captant île de la Platière, vous voyez, il y a un système de carreaux sur le plan. Chaque carreau fait 100 mètres de côté. Ça vous donne un peu une idée de l'échelle. Et nous avons un champ captant qui est ici en rive gauche du canal CNR, qui historiquement ne s'est alimenté que l'usine côté nord de la plateforme et dont on souhaite qu'il puisse être connecté au réseau qui, lui, alimente l'usine sud. Donc, ça va prendre la forme d'une canalisation enterrée d'à peu près 800 mm de diamètre qui va circuler sur 1200 mètres de long pour pouvoir relier les 2 champs captants. Ça, c'est un projet qui représente un investissement de 3 millions d'euros qui sera réalisé sur 2024 et 2025. Je mentionne l'aide de l'Agence de l'eau pour 40% du montant et c'est une aide importante. Alors, pourquoi il y a des plans de sobriété hydrique en plus du plan territorial de gestion de l'eau? Parce que le plan territorial de gestion de l'eau, il répond à une problématique chronique. On va dire d'une certaine manière tous les jours de l'année. La sécheresse, c'est une fois de temps en temps. Et je veux simplement vous signaler que nous n'avons jamais été visés par des restrictions pour la sécheresse parce que la nappe de l'île de la Platière, elle n'est pas réglementée pour ça. Le préfet de l'Isère ne peut pas déclencher d'arrêté sécheresse sur cette zone. Il n'a pas le cadre juridique pour le faire. Par contre, ça peut changer, et ça peut changer très vite. Il suffit de
de mener à bien une démarche préfectorale. Et à partir de ce moment-là, les choses peuvent devenir beaucoup plus contraignantes pour nous. Ça, les industriels de la plateforme, ceux qui consomment encore significativement de l'eau, ils ont compris le danger. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui est soumis à un arrêté sécheresse, du jour au lendemain, à partir du moment où l'arrêté est pris, il peut se voir imposer des restrictions de 25% de consommation d'usage et de 50% dans un deuxième cran. Et ça, c'est à comprendre par rapport à la consommation d'eau qu'il a eue dans les semaines juste précédant le déclenchement de l'arrêté. Pas moins 25 par rapport à son autorisation globale ou sa consommation moyenne. Moins 25 par rapport, moins 50 par rapport à la consommation des dernières semaines juste avant le déclenchement de l'incident, de la réglementation sécheresse. Et ça, un industriel qui se laisse prendre par ça peut être très très vite mis en difficulté. Enfin, vous imaginez ce que ça peut produire, une réduction de production de 50% pendant un mois, peut-être deux. Ça peut être vite dramatique. Donc les industriels ont compris ce danger-là et il y a vraiment une nécessité pour la plateforme, disons à l'horizon de 10 ou 12 ans, de baisser notoirement en dessous des 85 000 mètres cubes jour autorisés, de baisser de sa consommation d'eau. Un petit mot pour parler d'une station d'épuration qu'on entretient depuis 1993 sur la station biologique, qu'on a modernisée, puisque vous savez que de temps en temps les normes évoluent et en 2021 les normes européennes nous ont été prescrites. Alors c'est un outil qui peut traiter 10 tonnes jour de DCO. Ça doit faire l'équivalent de la pollution de 80 000 habitants, quelque chose comme ça. Elle ne traite que le carbone. Vous savez qu'en milieu urbain, vous avez deux autres polluants qui sont l'azote et le phosphore. On ne les a pas dans les eaux, on n'a pas ces traitements-là. S'il y avait des produits de ce type-là dans le projet ELISE, eh bien, il faudrait évidemment qu'on se dote d'unités de traitement de ce genre de pollution. La DCO, c'est la demande chimique en oxygène. Alors, pour faire très simple, les poissons dans le fleuve ne peuvent respirer que parce qu'il y a de l'oxygène dissous. Si l'eau vient à manquer d'oxygène, les poissons rentrent en asphyxie et meurent. Pendant la période du Covid, il y a une laiterie qui s'est trouvée en difficulté avec son stock de lait qui était en train de tourner et qui l'a vidé dans la rivière. Vous allez me dire, le lait, c'est pas toxique du tout, on en boit tous. Sauf qu'en fait, c'est un produit très biodégradable et il y a eu de la destruction de poissons parce qu'en fait, la dégradation chimique de ce lait en dioxyde de carbone et en eau a consommé tout l'oxygène présent dans le fleuve et les poissons se sont retrouvés en asphyxie. Donc, on parle d'un indicateur qui mesure la pollution, mais pas forcément la toxicité. On a des produits qui peuvent ne pas être très dangereux a priori et s'ils sont mal maîtrisés, eh bien, provoquer des dégâts importants. Alors, cette station, aujourd'hui, elle est à peine chargée à 50%. Ça veut dire que, bien évidemment, elle est ouverte à des nouveaux opérateurs. Mais encore une fois, ça n'est pas non plus un outil où seuls se posent les problématiques de charge. On a de plus en plus des problématiques de micropolluants qui nous concernent dans l'eau. Ces polluants qui sont présents à des concentrations infimes, mais qui peuvent poser souci. Donc, cette station devra continuer de s'adapter par rapport aux réglementations modernes. Pour vous donner une idée de la performance, il existe un autre indicateur qui s'appelle la demande biologique en oxygène. C'est ce que les bactéries sont capables d'absorber comme oxygène. Elle va faire la différence entre la dégradation chimique des composés et la dégradation biologique. Un exemple très simple. Des antibiotiques, ce sont des tueurs de bactéries. Vous mettez des antibiotiques dans une station, la station ne pourra pas les traiter.
et vous les retrouverez à la sortie. On va être là sur quelque chose qu'on appelle la DCO dure, un composé que les bactéries ne peuvent pas traiter. Donc nous avons un autre indicateur qui s'intéresse à ce que les bactéries peuvent traiter. Et sur cet indicateur, le rendement est de 99,2%, ce qui, ma foi, je crois, est assez bon. Et puis, écoutez, cette réglementation européenne qui a évolué en 2021 fait qu'on a quand même encore du travail pour se mettre aux normes et c'est en cours. Je crois que ce qu'il faut dire, et on a discuté aujourd'hui, c'est que quand un projet nouveau va arriver, il faudra qu'on puisse donner la garantie que ce projet portera aussi les investissements pour pouvoir traiter l'eau de manière sûre et certaine. Vous avez le projet ELISE qui se déploie sur un certain périmètre et il y a le périmètre ELISE, mais il est en lien avec un périmètre OSIRIS et il faut garantir que tout est au carré, si vous me permettez l'expression, sur le périmètre ELISE, mais aussi sur le périmètre OSIRIS. Alors, il n'y a pas que la station d'épuration qui rejette ces eaux dans le Rhône, il y a bien d'autres ateliers qui traitent d'une manière autre que biologique leurs effluents. Et nous surveillons, puisque nous en sommes responsables, le rejet direct au milieu naturel. Alors la petite photo à droite vous montre le canal de rejet, c'est un canal de 4 mètres de large quand même. Et nous suivons tous les jours 27 paramètres. Et puis l'ensemble des 4 pavés qui expriment 4 types de grandes pollutions différentes vous montre les progrès qu'on a pu réaliser en une dizaine d'années. Pour vous dire simplement que ça continue d'avancer. Là aussi, pour donner des repères, la protection du milieu aquatique, c'est quelque chose qui date des années 1976 avec une loi sur l'eau et puis une loi sur les ICPE. Et ça fait donc maintenant, je dirais, 45-46 ans qu'on a déployé une démarche de limitation de nos pollutions au milieu aquatique, mais ça continue de progresser au cours des 10 dernières années et ça continuera d'avancer. Vous voyez tout le temps qu'il faut pour mener à bien toutes ces problématiques. Certains diront qu'on vient de très loin, alors c'est normal qu'on prenne du temps, mais bon, l'important c'est que ça avance. Et puis bon, voilà, l'essentiel est dit et bien sûr j'accueille vos questions très favorablement. Dites-moi si vous en avez. On peut les prendre maintenant ou après la présentation du projet pour faire le lien entre les informations communiquées. Ça peut être pas mal de se prendre un petit temps de questions si quand vous même voulez. maintenant, enfin, voilà, pour pas que ça soit trop long avant que... Voilà. Vous n'oubliez pas vos questions s'il y en a. C'est donc un temps de respiration proposé par nos garants. Je me tourne aussi vers ma collègue en visio. Est-ce que tout le monde en visio a pu bien suivre, a des questions? On est là pour y répondre. Et dans la salle, on peut faire passer le micro. On peut en profiter aussi pour remettre les sujets Scott sur la table. Notre interlocuteur étant toujours dans la salle, profitons-en. Est-ce qu'il y a des questions sur, du coup, spécifiquement le fonctionnement du GIE, sur le traitement, les usages de l'eau? Alors, juste quand même, je précise, ça peut être autre chose que des questions, hein. Ça peut être des prises de parole. Encore une fois, voilà, on est dans le cadre de cette concertation, donc nous, on vous attend aussi pour vous exprimer sur le projet. Et effectivement, vous l'avez compris, Élise Énergie, sur la question de l'eau, est dépendante du fonctionnement du GIE, puisque c'est le GIE qui, effectivement, gère cette ressource. Voilà, donc c'est un point important aussi dans le cadre du projet, donc n'hésitez pas à faire vos remarques. Monsieur, je fais passer le micro comme ça en visio, ils nous entendent aussi. Bonjour, Xavier Azopardi. J'avais une question, c'était sur les différents projets. Donc il y a le projet ELISE, d'autres projets sur la plateforme. Par rapport à la charge de la station, vous pensez être à quel niveau une fois que ces projets seront mis en place? Alors, sur la station, aujourd'hui, la charge est de 50%. Vous avez un projet paracétamol dont les autorités demandent à ce qu'il y ait des modifications sur le périmètre de la société Novacil pour qu'elle réduise sa charge arrivant en station. Pourquoi? Parce que, tiens, étonnamment, il y a un produit qui s'appelle le méthanol qui est largement perdu dans les effluents.
Ce n'est pas forcément des quantités gigantesques, mais ça fait quand même 20% de la charge de la station. Et de toute façon, Novacil a un intérêt économique à le récupérer. Et vous avez un autre projet qui s'appelle Arbion, qui lui arrive et qui est un projet complètement neuf, qui lui va apporter réellement une charge nouvelle. Les deux cumulés sont neutres. Donc quand on aura à la fois intégré le nouveau projet Paracétamol et le projet Arbion, on sera toujours à peu près à 50% de charge. Pour l'instant, je ne sais rien de ce que sera la charge du projet ELISE, qui soit rentrera dans les volumes disponibles, soit nécessitera des développements de l'outil. C'est complet comme réponse, ça vous suffit? Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions pendant que je suis là? On peut encore faire passer le micro. Je regarde encore une fois ma collègue au fond de la salle. Monsieur, on va prendre encore une question dans la salle et je me dirigerai vers la visio. Merci. Georges Montagne, Association Vivre. Je voulais faire référence à une citation que j'ai trouvée dans votre plaquette. Je l'ai trouvée très optimiste, qui est une citation de Jules Verne qui dit « L'eau est le charbon de l'avenir ». Alors, c'est très joli comme phrase, mais je préfère boire de l'eau que de l'utiliser comme charbon. Et je pense que je ne suis pas le seul. Et puis, je voudrais aussi qu'on rajoute, là, on a l'air de nous dire que l'eau passe dans des stations d'épuration, elle est rejetée, tout va bien. C'est quand même pas de l'eau potable qu'on rejette au Rhône, hein, c'est de l'eau qui est quand même polluée et qui est chaude. Donc, il faut aussi le dire. Alors, aucune station d'épuration en France ne rejette de l'eau potable. Non, mais vous n'avez pas dit qu'il était potable. Mais comme ça, on a l'impression à écouter que l'eau passe par la station d'épuration et puis on l'envoie au Rhône et ça repart dans le milieu naturel et tout va bien. Ça respecte les prescriptions qui existent, mais c'est quand même un prélèvement qui a été fait sur la ressource en eau et l'eau qui ressort, qui repart, c'est quand même de l'eau dégradée par rapport à celle qui a été puisée. Je ne dirais pas le contraire. D'ailleurs, savez-vous que les nappes phréatiques sont largement chargées de micropolluants parce qu'il y a aussi une dégradation historique et aujourd'hui, on recherche les micropolluants dont j'ai parlé. On trouve dans la ressource en eau, même dans l'île de la Platière, des choses étonnantes parfois. C'est une bonne prise de recul aussi sur le fonctionnement au global du système de traitement des eaux usées, puisqu'on voit, ça fait référence pas seulement au GIE, mais au système un peu plus... Les normes, elles sont nationales, donc j'imagine aussi c'est un rappel de comment ça fonctionne sur l'ensemble du territoire. Alors je crois qu'en visio, il y a eu une petite coupure, mais on vous garde avec nous, on prendra les questions aussi par la suite. Et s'il reste des questions dans la salle, donc vous l'avez compris, questions, remarques de toute autre nature. Sinon, on va passer la parole à l'équipe projet ELISE pour rentrer un peu dans le vif du projet. Non, eh bien, continuons donc le tour de table. Hop là. Tu veux le... Bonsoir à tous, je me présente Rally Cortobi, directeur du projet EM Rhône. J'aimerais tout d'abord remercier l'ensemble de nos intervenants ce soir et vous remercier tous et toutes pour votre présence ce soir avec nous. Merci aux garants, merci à M. Lansou et M. Cress pour leur présentation. Pour ma part, je tâcherai de vous présenter le projet dans ses éléments généraux avant de laisser la parole à mes collègues pour rentrer dans le vif du sujet de l'atelier de ce soir qui concernera effectivement la ressource en eau. Pour vous parler du contexte du projet, aujourd'hui, les énergies sur le site de la plateforme chimique des Roches-Roussillon souhaitent implanter un projet de production de méthanol bas carbone. C'est pour nous un levier pour décarboner deux secteurs essentiels que sont l'industrie. L'industrie utilise actuellement du méthanol qui est d'origine fossile. Nous souhaitons produire du méthanol bas carbone. Et puis le transport maritime où le e-méthanol pourrait être utilisé comme un carburant, en lieu et place du fuel maritime. Pour nous, la décarbonation est d'abord l'affaire de tous citoyen, de tout institutionnel, de tout État, qui passe par une prise de conscience et donc une modification de nos pratiques, de nos usages, et donc une certaine forme de parcimonie et une modification de nos comportements pour être sobre dans notre usage des moyens quotidiens, de nos déplacements, de notre mode de consommation d'une façon générale.
Mais cette parcimonie, à elle seule, ne permet pas tout. L'évolution technique et technologique aujourd'hui est à un niveau uniquement incrémental, et donc les innovations qu'il y a aujourd'hui au cours dans l'ensemble de nos usages, de nos matériels, de nos industries, sont tous incrémentaux, et il est nécessaire d'apporter une certaine forme de rupture par rapport aux énergies fossiles dans notre mode de consommation. Et pour nous, le e-méthanol est une contribution à une petite échelle, au moins à une certaine échelle, que nous espérons développer au sein d'Elige Énergie pour permettre de réduire la dépendance, par exemple, aux énergies fossiles et permettre d'accélérer une certaine décarbonation. Dans le cadre de la concertation, effectivement, un certain nombre d'éléments sont mis au débat auprès du grand public. Cependant, la commission du débat public nous permet de définir un certain nombre d'invariants, de caractéristiques invariantes de notre projet, qui, elles, sont des conditions nécessaires à la bonne conduite d'un tel projet s'il devait voir le jour. Ces invariants que vous voyez à l'écran sont les objectifs de production annuels. Un certain abattement des émissions de gaz à effet de serre avec un mode de calcul qui dépend d'une réglementation européenne, sans quoi l'abattement par rapport à une référence d'usage ne donnerait aucune valorisation des produits que nous souhaitons produire. Concrètement, qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que pour un méthanol à destination du secteur du maritime pour remplacer le fioul lourd utilisé par les bateaux, la référence est le facteur d'émission du fioul lourd. Combien le fioul lourd, dans son utilisation pour le transport dans le maritime, émet de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Et pour une même quantité d'énergie déployée par du méthanol dans la motorisation du bateau, le méthanol abattrait les émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Donc l'objectif fixé par la Commission européenne pour ce type de produit est moins 70%, au moins 70%. Si, dans le cas contraire, il n'était pas atteint, la valeur de nos produits serait nulle sur le marché économiquement et écologiquement parlant. Enfin, économiquement et écologiquement avec un impact moindre. Le troisième invariant, la date de mise en service. Il est pour nous important de répondre à une demande, d'une part de la Commission européenne, mais aussi des armateurs, par exemple, pour rester dans le secteur du maritime, de répondre à une demande et un besoin grandissant. Et donc la date de mise en service est celle d'une mise en service en 2027, nous le verrons un peu plus tard. Et puis le choix du site d'implantation, le site du GE Osiris, qui répond à un certain nombre de critères, est lui également un invariant, nous permettant de répondre à des synergies, de bénéficier de certaines synergies et de proposer certaines synergies au GIE et ainsi qu'à ses membres. Pour parler du projet plus spécifiquement, un certain nombre de ressources sont nécessaires pour produire 150 000 tonnes de méthanol par an. D'abord, pour produire le méthanol, nous avons besoin de deux intrants principaux d'un point de vue du procédé, de gaz, de l'hydrogène et du dioxyde de carbone. L'hydrogène, par électrolyse de l'eau, et le procédé principal qui nous permet de bénéficier en sortie d'une synthèse de méthanol dite bas carbone, puisque aujourd'hui le méthanol fossile est fabriqué par un procédé et des intrants fossiles que sont le charbon et le gaz. Et donc produire de l'hydrogène aujourd'hui est une technologie que l'on connaît à l'échelle industrielle, mais qui n'est pas actuellement en France et rarement dans le monde fabriquée par électrolyse de l'eau. L'électrolyse de l'eau, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'une certaine quantité d'énergie doit être apportée à l'eau pour dissocier les molécules et obtenir de l'hydrogène d'une part et de l'oxygène d'autre part. Donc la quantité d'électricité nécessaire, d'électrons nécessaires pour produire de l'hydrogène est de l'ordre de 200 MW. La quantité d'eau à apporter à l'ensemble du projet, pas uniquement celle nécessaire à la production d'hydrogène, est de l'ordre de 2,7 millions de mètres cubes d'eau brute par an. La conjonction de ces deux ressources permettront au projet, s'il était mené à bout,
de produire 29 000 tonnes à peu près d'hydrogène par an et nécessiterait d'autre part la capture de 213 000 tonnes de CO2 auprès de divers industriels, qu'ils soient dans la plateforme ou à l'extérieur de la plateforme. L'essentiel est de bénéficier de CO2 qui est aujourd'hui un rejet et un rebut pour la plupart des industriels, une émission nocive qui contribue négativement à l'émission de gaz à effet de serre. Le CO2 est un gaz à effet de serre. Aujourd'hui, le CO2 est un entrant que nous proposons de réutiliser dans notre procédé pour fabriquer ce méthanol et lui donner donc, par voie de conséquence, une seconde vie, une certaine forme de recyclage de l'usage du CO2 dans le méthanol qui sera, lui, utilisé comme combustible. Et enfin, l'usage de la vapeur nécessaire pour faire fonctionner le procédé de méthanisation est également un invariant du projet. Deux mots très rapidement pour conclure sur cette présentation générique du projet. Un mot sur le calendrier. Nous sommes actuellement en phase de concertation. Une étape nécessaire pour un projet comme celui-ci, une étape réglementaire. La concertation nous permet à nous, porteurs de projet, de recueillir l'ensemble des contributions, des questions et de l'ensemble des arguments qui vont à la fois dans le sens du projet ou en questionnement ou en interrogation du projet, qui nous permettent de faire réfléchir sur la configuration du projet dans sa totalité. Cette période de concertation nous permet, les conclusions de la période de concertation nous permettent d'affiner le schéma définitif de l'usine s'il était amené à voir le jour et d'avancer dans les études dans un niveau suffisamment détaillé pour permettre son instruction par les services de l'État courant de l'année 2025. Et à l'issue de l'instruction des services de l'État, si la réponse était positive, s'ouvrirait alors une période de 3 ans, 2 à 3 ans, pour la construction et les essais de démarrage d'une telle usine. Le budget d'un tel projet est, je vous l'accorde, conséquent. Il est de l'ordre aujourd'hui estimé à 700 millions d'euros. Bien entendu, un tel budget à un tel moment du projet ne peut être qu'avec un certain degré d'incertitude et d'estimation. Et bien entendu, en avançant dans les phases suivantes du projet, un budget plus consolidé nous permettrait de réviser ce chiffre si toutefois besoin est. Merci Ralil. Merci à vous. Je laisserai dorénavant la parole à mes collègues Christophe et Mélanie, vous présenter les enjeux de l'eau au sein de notre projet. Le temps que vous vous installiez, je peux peut-être en profiter pour rappeler aussi bien à nos participants en visio qui semblent avoir un problème de connexion et à nos participants en présentiel qu'il y a le temps d'échange ce soir. Il leur reste une quinzaine de minutes pour nous expliquer plus en détail les usages de l'eau et les process industriels, pour ensuite enchaîner sur un temps de questions-réponses largement ouvert, mais aussi de préciser à tout le monde que vous pouvez continuer de contribuer sur le site internet, que les questions sont traitées par nos soins, remontées aux équipes ELISE, les réponses sont validées avec les garants avant d'être publiées sur un cycle tous les 15 jours sur le site internet. Donc c'est vraiment important de savoir que donc, un compte-rendu sera effectué ce soir pour les gens qui n'auraient pas eu toutes les informations. Et si vous souhaitez toutefois continuer à poser des questions après ce soir, nous continuons à veiller le site et à suivre ce process donc de questions-réponses tous les 15 jours. Donc ça reste tout à fait valable. Je vais vous laisser la parole et on pourra ensuite se tourner vers la salle pour poursuivre cette soirée. Bonjour à tous. Donc, dans la première partie de cette conférence débat, vous avez pu avoir de premiers éléments sur l'état de la ressource en eau sur le territoire. Vous avez aussi eu un certain nombre d'informations sur le fonctionnement du GIE Osiris par rapport au prélèvement, par rapport au rejet. Donc il est maintenant temps de rentrer dans le vif du sujet, dans les besoins en eau pour le projet Emeraude. Donc dans le cadre du projet Emeraude, il y aurait 2 usages principaux
de l'utilisation de l'eau. Le premier usage, c'est pour la production d'hydrogène. Donc Khalil en a parlé tout à l'heure. Dans le cadre du projet Emeraude, la production d'hydrogène repose sur l'électrolyse de l'eau. L'électrolyse de l'eau, ça veut dire l'application d'un courant électrique dans l'eau pour permettre de casser les molécules d'eau, donc H2O, et de produire l'hydrogène et l'oxygène. On a donc besoin d'eau comme matière première. Cette eau, elle va être transformée. Ce qui signifie qu'on a besoin d'une qualité d'eau importante. On parle d'eau déionisée. Ce qui veut dire que par rapport à l'eau qui va être prélevée, qui serait prélevée dans la nappe phréatique par le GIE d'Osiris, il y aurait un besoin de traitement pour pouvoir éliminer les ions, éliminer les minéraux de cette eau pour pouvoir ensuite l'utiliser dans le système. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi on a besoin d'une eau de si bonne qualité et pourquoi on a besoin de traitement d'eau? C'est comme le fer à repasser. On vous recommande d'utiliser plutôt de l'eau déminéralisée pour éviter tout ce qui est tartre, dépôt sur votre fer. Dans le cadre du système d'électrolyse, c'est exactement la même chose. Il va falloir enlever les minéraux, enlever les ions pour éviter tous ces dépôts dans le système. Ces dépôts dans le système, ils vont tendre à boucher certains équipements et donc du coup à endommager les matériaux, à limiter la production d'hydrogène aussi. Enfin, c'est vraiment la raison pour laquelle un traitement serait nécessaire pour l'utilisation de l'eau pour produire l'hydrogène. Le deuxième usage principal de l'eau dans le cadre du projet d'Emeraude serait lié au système de refroidissement. Alors, tout d'abord, juste le projet Emeraude aurait besoin de refroidir un certain nombre de ses équipements, de ses procédés. Si je prends l'exemple du système d'électrolyse, quand on applique un courant électrique à l'eau, certes, on va venir casser les molécules d'eau, mais ça va générer de la chaleur et c'est cette chaleur que l'on va devoir évacuer. C'est comme quand vous chargez votre téléphone portable. La batterie, elle va chauffer parce qu'on a appliqué un courant électrique. Et bien, au niveau du procédé industriel, c'est la même chose. Donc ça, c'est déjà pourquoi on a besoin de refroidir. La deuxième question, c'est comment on va pouvoir refroidir le projet, l'ensemble du procédé. Ben, l'une des possibilités, c'est l'utilisation d'une boucle d'eau qui va tourner en rond. On appelle ça une boucle d'eau de refroidissement qui va circuler. Donc ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir l'eau qui va être froide au point 1, qui va rentrer en contact avec le procédé, les équipements, l'électrolyse par exemple, qui va récupérer la chaleur du système. Et du coup, le point 2, il va se retrouver réchauffé. Pour pouvoir repasser du point 2 au point 1, il va falloir refroidir cette eau. Donc c'est là que rentre en compte le système de refroidissement. Et le système de refroidissement, par exemple, c'est des tours aéro-réfrigérantes. Alors, comment ça fonctionne, les tours aéro-réfrigérantes? Vous allez passer l'eau dans une tour qui va rentrer en contact avec de l'air. Et au contact de cet air, il y a une partie de l'eau qui va s'évaporer sous forme de vapeur. C'est le phénomène d'évaporation de l'eau qui va permettre de refroidir l'eau liquide qui va rester pour passer du point 2 au point 1. Par analogie, c'est la même chose que la transpiration. La sueur, la vapeur d'eau, qui va s'évacuer des pores du corps, va permettre d'évacuer les calories, de diminuer la température corporelle. C'est le même phénomène, c'est le phénomène d'évaporation partielle de l'eau qui refroidit l'eau. Et ensuite, on peut réutiliser l'eau liquide dans le procédé, refroidir l'électrolyse, par exemple, mais pas que, et on recommence et on tourne en boucle. Cependant, je vous ai dit qu'on avait une partie de l'eau qui s'évaporait. Les minéraux qui sont présents dans l'eau, eux, vont pas s'évaporer. Ce qui veut dire qu'au fur et à mesure que l'eau s'évapore, il y a une partie des minéraux, mais du coup qui va s'accumuler encore et encore dans le système. Et à un moment donné, on va se retrouver avec la même problématique que sur l'électrolyse, avec des minéraux qui vont tendre à boucher le système, à entartrer. Donc c'est pour ça qu'on a besoin d'une partie de purge. On va soutirer une partie du volume d'eau du système pour limiter
la teneur en minéraux dans le système, protéger le système et faire en sorte que les unités fonctionnent correctement. Donc pour synthétiser, ce système de refroidissement, il rejette de l'eau à deux endroits, l'évaporation d'une part et la purge du système pour enlever les minéraux d'autre part. Ce qui veut dire que si on veut continuer à refroidir correctement le procédé, et ce aussi pour des questions de sécurité, on va devoir avoir un appoint continu d'eau. On va devoir réalimenter en fait la partie de la boucle d'eau qui aura été perdue. Et donc là, dans ce cas-là, on va utiliser d'une qualité un peu inférieure à celle de l'électrolyseur. On parle d'eau industrielle, c'est de l'eau brute qui aura été légèrement pré-traitée pour pouvoir être utilisée. Donc pour synthétiser, si le projet Embrone venait à voir le jour, il augmenterait les prélèvements de 2,7 millions de mètres cubes par an d'eau brute dans la nappe phréatique pour deux utilisations principales. La première, le refroidissement pour 80% et la deuxième, la production de l'hydrogène pour 20%. En termes de rejet, on vient de parler de la purge du système de déconcentration. Il y aurait d'autres rejets au projet, donc des rejets dits d'eau de procédé qui viendraient d'autres étapes que le refroidissement, mais également tout ce qui va être eau de pluie, eau incendie, eau sanitaire. Donc, qu'est-ce qui va se passer avec ces rejets finalement? Donc, l'ensemble de ces rejets serait d'abord analysé par Élise Énergie et ensuite envoyé au GIE d'Osiris qui traiterait ou non, selon la qualité et les requis nécessaires, nos rejets avant de pouvoir les rejeter dans le milieu naturel. Et en termes d'estimation, les rejets aujourd'hui du projet sont estimés à 1 million de mètres cubes par an, ce qui veut dire que le prélèvement net, la différence entre ce qu'on va venir prélever dans le milieu et utiliser et ce qui serait rejeté, est aujourd'hui estimé à 1 700 000 mètres cubes par an. À noter cependant que tous les chiffres qui vous ont été présentés ce soir, ce sont des valeurs maximales. Ce sont des valeurs avant les optimisations techniques qui aujourd'hui sont encore à l'étude. Et je vais laisser Christophe vous en dire deux mots sur ces optimisations pour réduire nos prélèvements. Merci à vous. Donc bonsoir à tous, je vais prendre la suite de Mélanie. Donc déjà je voulais juste revenir sur un point qui est que les chiffres qui vous ont été présentés par Mélanie sont des chiffres à date qui sont basés sur les études de faisabilité qu'on a pu réaliser dans le projet. On est encore à une étape amont du projet. Deuxièmement, c'est des chiffres qui sont des maximums, qui s'apparentent plutôt à des maximums de prélèvement et de consommation. On est plutôt conservatif sur ces chiffres-là. Cependant, il est important de mentionner que nous, en tant que maître d'ouvrage, Élise Énergie, on est conscient que la consommation en eau est non négligeable du projet. L'enjeu de la préservation de la ressource en eau est quelque chose qu'on a pris en compte très tôt dans le projet et qui est un enjeu majeur pour nous. Et ça, c'est pour deux raisons. Clairement, en tant qu'un industriel, c'est notre responsabilité de réduire notre impact sur l'environnement. Deuxièmement, on ne va pas se cacher que c'est un risque industriel. Élise Énergie, on veut construire une unité qui va fonctionner 20, 25 ans et on espère plus. On s'inscrit donc sur le temps long et il est clé pour nous d'avoir accès de façon pérenne à la ressource et à l'eau dont on a besoin. Dans ce cadre-là, du coup, des études ont été menées puisque on est dans un contexte de raréfaction de la ressource en eau. Et on a mené des études pour permettre de réduire nos prélèvements en eau, notre consommation, d'avoir des systèmes les plus économes possibles. On a travaillé sur deux axes, deux leviers. Le premier qui est la réduction de la consommation en eau de nos installations. Et ça, on regarde plusieurs axes. Le premier axe, c'est plutôt la partie technologique, donc à implémenter des technologies qui sont le plus économes en eau possible. Un exemple concernant le refroidissement, dès que c'est possible techniquement, on met en place des systèmes de refroidissement direct à l'air qui ne consomment pas d'eau
à l'inverse du système de refroidissement par boucle d'eau qui a pu être présenté par Mélanie juste avant. Le deuxième levier qui est présenté dans cette slide, c'est de réduire et de limiter les prélèvements additionnels dans la nappe en recyclant de l'eau disponible. À date, comme on a pu le mentionner, l'arrivée d'Élise entraînerait un prélèvement additionnel dans les nappes souterraines de 2,7 millions de mètres cubes. Une alternative qu'on étudie est de recycler une partie de l'eau rejetée par d'autres industriels sur la plateforme. Donc ces industriels rejettent de l'eau qui est envoyée au GIE Osiris, qui est éventuellement pré-traitée avant d'être rejetée. Nous, on étudie l'opportunité du coup de recycler cette eau et de la réutiliser afin de réduire notre prélèvement dans la nappe. Donc on ne réduit pas notre consommation, mais on réduit le prélèvement dans les nappes souterraines. En contrepartie, ça représente pour Élise un investissement supplémentaire, puisqu'il y aurait éventuellement du pré-traitement à réaliser sur ces eaux de rejet avant de les réutiliser. Ça implique aussi un impact en termes d'exploitation, puisque la chaîne d'approvisionnement en eau serait plus complexe. Donc c'est une alternative qui est présentée ici. Donc vous voyez bien la réutilisation et le recyclage des industriels qui est présenté en rouge. Et c'est une alternative qu'on a rajouté, qu'on a mis au dossier de concertation, qu'on souhaite présenter au public, et on souhaite recueillir l'avis du public à ce sujet-là. Alors l'ensemble des études qu'on réalise vont être soumis bien sûr à un arbitrage technique, réglementaire et financier qui nous permettra de décider quelles sont les plus pertinentes à mettre en place et de les inclure après dans le projet. J'ai appuyé sur le mauvais bouton, tu m'avais dit de ne pas appuyer dessus, j'ai appuyé dessus forcément. Malgré tous ces efforts pour assurer la durabilité de la ressource en eau, on n'est pas à l'abri, on ne sera pas à l'abri de crises et de cas de sécheresse. Donc, comme l'a pu le mentionner M. Kress, d'ici à l'installation d'Élise Énergie, des mesures coercitives de réduction des prélèvements en eau pourraient être mises en place. Donc dans un tel cas, en fonction du niveau d'alerte, au niveau préfectoral, on pourra avoir une obligation donc, de réduction des prélèvements dans les nappes souterraines. Donc vu que c'est le GIE Osiris qui prélève, qui est le seul acteur autorisé à prélever dans les masses d'eau souterraines, on imagine que dans ce cas-là, il y aurait donc une gestion coordonnée qui serait mise en place au sein de la plateforme du GIE en lien avec la préfecture afin que les industriels réduisent leur consommation en eau en se basant sur différents critères. Dans ce cadre-là, comme on l'a mentionné, Élise Énergie, nos installations de production de méthanol ont besoin d'eau. Comme on vous l'a dit par exemple, l'eau est une matière première pour la production d'hydrogène. Sans eau, on ne pourra pas produire d'hydrogène. Donc dans le cas où on doit réduire notre prélèvement en eau dans les nappes souterraines et notre consommation en eau, à ce moment-là, on diminuerait notre production, de notre production de méthanol. Voilà, du coup, j'espère que ces éléments sur les besoins en eau et les enjeux associés sont plus clairs pour vous. Et du coup, je pense qu'on passe à une session de questions, réponses et pour l'équipe d'Élise et pour l'ensemble des intervenants qui sont là. On a les garants, on intervient toujours dans le cadre de cette concertation encadrée par les garants. Donc vous l'avez compris, donc je me permets de le rappeler, ce ne sont pas seulement des questions-réponses, mais aussi des contributions. C'est bon. C'est bien de le rappeler. Et voilà, je fais circuler le micro, donc n'hésitez pas à lever la main, on interagit et les garants sont là aussi pour rythmer cet échange. Donc on est à votre écoute, en visio si on les a récupérés, mais on me fait signe que oui, parfait, génial. Et aussi dans la salle, donc on sera attentif, n'hésitez pas.
La première question est toujours difficile, donc je vais la prendre pour moi. J'ai une question, là, juste, je ne sais pas si vous l'avez précisé, ou en tout cas, ce n'est pas clair dans mon esprit. Les prélèvements de la ressource en eau que vous pourrez basculer sur des prélèvements du coup, de rejet industriel, quel pourrait être le pourcentage dans cette alternative-là en fait? Voilà, je suis pas sûr que vous l'ayez précisé, mais c'est peut-être une information importante pour les participants. Ça peut être une fourchette. Voilà, ça peut être une fourchette exactement. Ouais. Hein, mais voilà. Alors, du coup, pour rappeler, donc notre prélèvement brut total, comme on l'a mentionné, c'est 2,7 millions de mètres cubes par an, à destination de deux usages principaux, qui sont d'un pour l'électrolyse en tant que matière première, comme l'a dit Mélanie, et le deuxième usage, c'est pour le système de refroidissement, donc pour compenser les évaporations et la purge. Comme on l'a pu le dire, majoritairement, la grande majorité, 80% de l'eau est nécessaire pour toute la partie refroidissement et 20% plutôt pour la production d'hydrogène. À l'heure actuelle, on va dire que la quantité de rejet qui est disponible sur la plateforme pourrait couvrir ces 2,7 millions de mètres cubes. Cependant, comme on l'a expliqué, il y a différentes qualités d'eau dont on a besoin. On a besoin d'une qualité d'eau très pure pour l'électrolyse, moins pure pour le refroidissement. Donc à l'heure actuelle, on est encore en phase d'étude pour savoir, en fonction de la qualité d'eau, de cette qualité d'eau de rejet, est-ce qu'on pourrait l'utiliser pour l'ensemble de nos usages ou est-ce qu'on serait obligé de l'utiliser que pour une partie? Et vous l'avez compris, on a besoin d'une qualité d'eau un peu plus faible pour le refroidissement. Donc nous, en tout cas, à date, on pense qu'à minima, on pourrait couvrir une partie ou probablement l'ensemble de notre besoin en eau d'appoint pour le circuit de refroidissement. Donc voilà, et les études sont encore en cours et on espère pouvoir, et on apportera les éléments dès qu'elles seront disponibles. On peut peut-être rappeler que justement vous versez sur le site internet de la concertation toutes pièces relatives aux études au fur et à mesure où elles vous parviennent pour la concertation continue. Je regarde au fond de la salle aussi, a priori pas de questions visio. Messieurs, puisque pour l'instant devant moi, a priori, une question. Parfait. Alors si vous le permettez, ça sera même plusieurs. Allez, on vous écoute. Je suis donc Bernard Pont, retraité. Je dois néanmoins préciser que j'ai pendant 30 ans été conservateur de la réserve naturelle de l'île de la Platière et que à ce titre-là, c'est un peu moi qui ai secoué le cocotier sur les questions de déficit en eau de cet espace. Aujourd'hui, je n'ai plus aucun lien avec la réserve, donc je m'exprime bien à mon nom personnel, mais je pense que c'est important d'avoir cet historique. Alors, j'ai déjà quelques questions de compréhension. Vous avez parlé que pour l'eau de refroidissement, vous utiliserez une eau pré-traitée. Et j'ai du mal à faire le joint avec ce qui a été évoqué par M. Kress, qui dit qu'ils fournissent de l'eau brute qui n'a eu aucun traitement, et puis de l'eau déminéralisée, et puis une eau de chaudière potable. Je n'ai pas tout compris, mais c'est pas grave. Et comment faire cette eau pré-traitée, c'est un nouveau type d'eau, ou est-ce que c'est la même chose que l'eau brute qui est distribuée aujourd'hui? On peut commencer par ça et on vous écoute sur cette distinction entre l'eau fournie par le GIE et l'eau déionisée, si je me souviens bien. Oui, du coup, c'est de l'eau effectivement donc industrielle. On peut peut-être remettre la slide si besoin. Effectivement, donc le GIE Osiris prélève de l'eau brute. Mais en fait, cette eau brute, avant d'être de l'eau qui va être distribuée à la plateforme, le GIE Osiris a quand même un premier pré-traitement pour enlever tout ce qui va être particules, matière en suspension. Donc, il va y avoir de la filtration, de la décantation. C'est ce type de traitement. On ne va pas aller chercher un traitement beaucoup plus poussé. En tout cas, à date, c'est ce que l'on a considéré dans le cas de base que l'on vous présente et que l'on met au débat aujourd'hui.
Cependant, on vous a parlé de tout ce qui était optimisation de la ressource en eau et de la consommation. Dans les phases d'études plus détaillées, où on va revenir sur le premier dimensionnement, je dirais, du système de refroidissement, il va falloir qu'on trouve le bon couple, je dirais, entre une technologie de refroidissement qui accepte cette qualité d'eau. On peut aussi travailler à la traiter plus cette qualité d'eau pour réduire nos besoins et nos rejets. Faut savoir que pour ce qui est du système de refroidissement, plus la qualité de l'eau sera meilleure, moins on va consommer d'eau. Et donc ça, c'est un arbitrage qu'il va falloir que l'on ait. Aujourd'hui, dans les discussions que l'on a avec le GIE, Osiris, on est resté sur quelque chose de simple dans le premier cas de base, qui est de récupérer l'eau telle qu'il la distribue aux autres industriels. Si on a un besoin de traitement supplémentaire, eh ben, on rediscutera plus en détail en fonction des besoins d'Élysée Énergie, des besoins des futurs des potentiels futurs autres projets de la plateforme. Est-ce que c'est un traitement supplémentaire porté par le GIE ou porté par Élise? Voilà, tout est une question finalement d'arbitrage entre la qualité d'eau, la quantité d'eau, le type de système, le type de matériau aussi. Un matériau noble acceptera plus de pollution, entre guillemets, dans l'eau que d'autres matériaux. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Je vous rends le micro et comme ça, si vous voulez rebondir. Oui, moi, j'aimerais bien que M. Cress donne son point de vue pour être sûr que ça matche, parce que je n'ai pas tout compris encore. Pas de souci, on fait passer le micro. Oui, alors déjà pour préciser, les pré-traitements qu'on fait, il n'y en a qu'un seul et pas partout. C'est l'adjonction d'un produit de bromation qui est la même chose que la chloration pour désinfecter l'eau ou tuer des micro-organismes là où c'est nécessaire. Et pas partout sur la plateforme. L'eau qu'on prélève dans la nappe, elle est exempte pratiquement de matière en suspension, donc il n'y a même pas besoin de faire de filtration et de décantation. Ceci étant, donc nous, cette eau brute, il y a une société qui en utilise une grande quantité et qui fait son refroidissement avec. Alors, elle a des technologies de refroidissement qu'on appelle échangeurs thermiques, c'est assez simple. D'un côté d'une plaque métallique, vous avez la phase chimique qui passe, qui est chaude, qu'ils veulent refroidir, et de l'autre côté, vous avez l'eau qui est froide, qui va se réchauffer. Je dis ça parce que la plaque métallique empêche toute contamination de l'eau, et donc, l'eau, c'est la même chose que de l'eau brute, simplement réchauffée d'à peu près 15 degrés à 30 degrés. Et cette eau qu'on va distribuer, qu'on distribuerait à Élysée Énergie, c'est donc de l'eau brute au sens chimique du terme, simplement réchauffée. Et là, l'idée, c'est que, eh bien, au lieu d'avoir un accès à de l'eau qui serait équivalente à l'eau souterraine de l'île de la Platière, 15 degrés, ils auront un accès à la même eau, à une température différente. Ils auront la charge d'enlever les calories qu'ils récupéreront et qui est l'écart entre 15 et 30 degrés, mais on est sur la réutilisation finalement une deuxième fois d'une eau qui aujourd'hui n'est utilisée qu'une première fois. On vous renvoie. Oui, je vous fais passer le micro. Je ne vous oublie pas. Vous aviez plusieurs questions. Je reviens vers vous. Juste une confirmation. Moi, je travaille dans l'industrie chimique sur les eaux de tour de refroidissement. Nous, en tant qu'industriels, on fait un traitement pour éviter le risque de légionellose. Alors, j'ai bien parlé d'échangeurs avec plaques d'acier ou d'inox, si vous voulez. Donc, on n'est pas ici sur des technologies qui peuvent être contaminées par des micro-organismes qui arrivent de l'air. Alors, attention, ça, c'est le système Élysée Énergie sur son périmètre. L'eau qui rentre, on est en train de parler de l'eau qui arrive par la flèche de gauche, H2O, eau industrielle. Et celle-là vient de la gauche à travers d'autres systèmes sur d'autres sociétés
qui, eux, fonctionnent avec d'autres technologies sans contact avec l'air. Juste pour préciser sur ce point-là, hein, sur l'eau qui est utilisée, alors c'est vrai qu'on n'utilise pas forcément la même terminologie, et c'est là aussi, désolé, ça peut être un peu confus, mais le GIE Osiris pour cet usage va nous apporter de l'eau brute, qui pourrait être de l'eau brute recyclée, hein, et on fera un traitement, des traitements notamment pour éviter des problèmes de légionellose sur les tours de refroidissement que vous connaissez, et éventuellement des traitements additionnels qui a pu être mentionnés par Mélanie, qui nous permettraient de diminuer la purge, de diminuer notre consommation en eau. Voilà. On vous redonne la parole, vous aviez plusieurs questions. Alors, je vais passer maintenant à plus une remarque et une suggestion. Vous avez évoqué que le prélèvement net n'était pas équivalent à l'ensemble du prélèvement, puisque, si j'ai bien compris, il y a de l'ordre d'1 million de mètres cubes par an qui est rejeté au fleuve. Alors, c'est en partie vrai, en partie faux, puisque la différence entre les deux, c'est que le prélèvement se fait dans l'eau souterraine et le rejet se fait dans l'eau de surface. Donc, c'est vrai à l'échelle globale du fleuve, mais c'est faux à l'échelle locale. Et le problème de la ressource en eau sur l'île de la Platière, c'est bien celle de l'eau souterraine. Donc, du coup, si on reste au niveau local, il est faux de dire que votre prélèvement n'est pas de 2,7, enfin, sans compter les hypothèses de réutilisation d'autres ressources. Mais si vous restez sur ce niveau de prélèvement, il est faux de dire qu'il est sans impact à l'échelle locale. Enfin, ce n'est pas ce que vous avez dit d'ailleurs, mais le fait de n'avoir présenté que la vision globale, c'est une façon de un petit peu cacher la poussière sous le tapis pour moi. Du coup, au vu de votre exposé, où vous avez très bien expliqué que vous avez besoin de 2 types d'eau différentes, celle pour fabriquer l'hydrogène, vous avez besoin d'une très grande pureté, et où il paraît assez légitime d'avoir recours à une eau souterraine qui est par ailleurs de très bonne qualité, potable sans aucun traitement. Enfin, vous avez une très bonne qualité d'eau. Et de l'autre côté, une eau de refroidissement où manifestement vous êtes beaucoup plus ouvert à des qualités d'eau différentes, puisque vous envisagez même éventuellement de substituer tout ou partie en réutilisant de l'eau d'autres ateliers. Du coup, pourquoi ne pas envisager une autre alternative dans l'hypothèse où la réutilisation des rejets d'autres ateliers ne pourrait pas fonctionner ou ne pourrait pas couvrir tout, qui serait celle d'avoir recours à de l'eau de surface pour faire le refroidissement. C'est une vieille question, ça. Il y a une habitude qui a été prise localement parce que historiquement, tous les ateliers se sont organisés par rapport à une eau souterraine qui était disponible. On pensait à l'époque à volonté. Il faut bien avoir à l'esprit que tout le système de pompage qui est géré par Osiris aujourd'hui a été mis en place dans les années 1950 à peu près, dans un contexte où les questions de ressources en eau, d'environnement n'existaient pas. Et si Rhône-Poulenc ou Rhodiaceta, puisque c'était eux à l'époque, Osiris, n'étaient pas là, sont allés chercher de l'eau dans cet endroit-là, c'est parce que c'était beaucoup plus facile que sous la plateforme, parce que les caractéristiques hydrogéologiques sont très différentes. Pour dire les choses simplement, il y a des alluvions beaucoup plus perméables dans la plaine alluviale moderne que sur la terrasse fluvio-glaciaire qui est beaucoup plus ancienne et donc qui est plus colmatée, on va dire. Et donc, il est plus difficile de prélever de l'eau dans ce... Donc, ces pompages ont été mis en place dans ce contexte-là. Et il y a cette habitude maintenant qui est de considérer que cette eau de
nappe, c'est la seule ressource possible pour des usages peu nobles, dont du refroidissement. D'où cette suggestion. Je pense que pour un projet qui se veut novateur et à la pointe de technologies sobres, je pense que cette alternative est vraiment à prendre au sérieux. Si je peux me permettre, je crois qu'on tient là une première alternative aux alternatives que vous aviez proposées. Donc ça méritera d'être mis en avant aussi dans le bilan. Il faut qu'on en garde une trace. J'ai vu que vous aviez pris le micro, donc c'est que... Non, juste peut-être pour réagir, merci beaucoup pour ces 2 points qui me semblent extrêmement pertinents. Juste sur le premier point, on est tout à fait d'accord. On prend l'eau de la nappe souterraine et elle est rejetée, comme l'expliquait par Monsieur Cress, dans le Rhône. On ne cherche pas du tout à le cacher et c'est le cas. Par contre, ce qu'on cherche à faire, c'est réduire au maximum nos prélèvements dans la nappe souterraine. Si on peut ne prélever 0, c'est clairement un objectif. Et sur le second point, c'est vrai que c'est un sujet qu'on avait discuté justement. Je pense que c'est un sujet peut-être plus global. Nous on le prend, le point. Je pense que c'est extrêmement pertinent. Et je pense qu'il faudrait aussi en discuter à un niveau peut-être plus élevé. Je ne sais pas si... peut-être au niveau plus plateforme et un niveau plus global, je pense. Mais, en tout cas, c'est un point à prendre. Il y aura un suivi à effectuer. Ouais. Je ne sais pas si quelqu'un veut rebondir ou si vous aviez d'autres points. Très bien. Moi, je crois que si on veut être honnête vraiment à 100% et jusqu'au bout, il faut dire que récupérer de l'eau qui a déjà été utilisée une première fois sur l'usine pour un deuxième usage, c'est permettre à celui qui l'a utilisé la première fois de ne pas faire l'effort. Je veux dire que si Élise prend toute son eau dans le Rhône, eh bien, la société qui, elle, actuellement a un circuit ouvert, et qui conduit à prélever beaucoup dans le Rhône, eh bien, elle sera dans l'avenir en charge de réduire son prélèvement à elle. Donc, la question, elle est tout à fait pertinente. En l'occurrence, je suis en train de dire qu'il pourrait y avoir un industriel qui se cache derrière les énergies. Donc, je continue à faire passer le micro et on vous écoute. En l'absence d'autres questions, parce qu'on peut aussi faire la navette, mais a priori en visio, il n'y a personne d'autre. Donc la parole est entièrement à vous. Oui, enfin moi je rejoins complètement ce qui a été dit. Je n'allais pas jusqu'à ce niveau de, j'allais dire de machiavélisme, mais je l'avais un petit peu dans un coin de la tête. Moi, il me semble que au-delà de votre projet à vous, il y a un enjeu fort pour la plateforme de diversifier ses ressources en eau de manière à devenir plus sobre en eau souterraine de qualité et puisque cette eau souterraine, elle devrait être normalement réservée prioritairement à des usages nobles qui sont l'eau potable et éventuellement l'irrigation agricole pour certaines productions où c'est nécessaire. Mais c'est un peu un non-sens aujourd'hui d'utiliser de l'eau souterraine pour faire du bête refroidissement. Il y a plein d'entreprises qui font du refroidissement avec de l'eau de surface. Alors ça pose sans doute des problèmes particuliers, ça n'a pas les mêmes avantages, mais dans le cadre d'un nouveau projet, c'est des contraintes, il me semble, qui peuvent être prises en compte. Et alors, c'est une manière de sécuriser quand même par rapport à tout ce qui a été exprimé auparavant. S'il y a des tensions sécheresse, ça sera sur l'eau de nappe, ça ne sera pas sur l'eau de surface. Et d'un autre côté, ça donnerait l'opportunité à la plateforme de s'engager dans cette diversification pour utiliser la bonne qualité d'eau pour le bon usage et pas faire cette espèce de gaspillage qu'on a aujourd'hui, d'utiliser une eau de très bonne qualité pour un usage peu noble qui est du refroidissement. Je ne suis pas sûre que ça appelle une réponse, mais plutôt un engagement à garder une trace et à être vigilant sur ce point-là. On va continuer la rangée. Je vous laisse le micro. Merci.
C'était pour une précision. On trouve sur Internet un reportage de FR3 qui concerne d'autres unités d'Élise, notamment dans la région de Lac, et qui font référence à des, je ne vais pas dire des critiques, mais des remarques de l'agence de l'eau. J'ai voulu savoir en quoi la fabrication du carburant qui est envisagée sur la plateforme Osiris se distingue de celle qui est faite à Lac. Oui. Alors, effectivement, les équipes de ce soir sont les équipes Emeraude. Donc, dans la mesure du possible, elles vous répondront. S'il n'y a pas une réponse globale, par contre, on s'engagera à faire un suivi auprès des équipes de Lac aussi. Je vous laisserai voir dans quelle mesure vous êtes capable de répondre. C'est des remarques a priori sur la consommation en eau. Hein. Oui. Excusez-moi, le reportage à titre personnel, non, je ne l'ai pas visionné. Par contre, vous avez raison, nous avons un projet, même un double projet sur le bassin de Lac. Effectivement, un projet qui est également sous un dispositif de concertation nationale du débat public, le même dispositif que nous avons ici ce soir, dont la concertation proprement parlée s'est terminée la semaine dernière et pour lequel il entre actuellement dans une phase de concertation continue pour les prochains mois de 2024. Donc les contributions sur ce projet-là sont toujours également possibles. Ce projet sur le bassin de Lac porte le nom de ECO. Donc sur le bassin de Lac, nous portons deux projets concomitants. L'un très similaire à celui que nous portons sur la plateforme de Roussillon, de production de méthanol, dans des quantités sensiblement proches de celles de Roussillon. Et à côté, un projet de production d'un autre carburant durable, cette fois-ci non pas destiné à l'industrie chimique ou à l'industrie, au transport maritime, mais à l'aviation, de production de ce qu'on appelle un e-biokérosène, donc à base de biomasse, d'hydrogène, d'oxygène, pour permettre la production de kérosène. Donc effectivement, le besoin en eau de la partie méthanol du projet de Lac, étant dans des ordres de grandeur de production de méthanol sensible au projet de Roussillon, consommerait déjà un ordre de grandeur sensiblement identique à la consommation en eau du projet à Roussillon, auquel il faut effectivement ajouter un même ordre de grandeur, voire légèrement supérieur, pour les besoins du projet de production de carburant d'aviation durable. Donc il y a un cumul des consommations qui, effectivement, fait apparaître un total supérieur. Et donc, dans le cadre de ce projet ECO sur le bassin de Lac, comme je vous le disais, donc, il y a également un dossier de concertation avec tout le dispositif, tout le procédé et l'ensemble des chiffres, y compris sur l'eau, qui y sont décrits. Et nous réfléchissons également dans ce territoire-là à des solutions d'optimisation et de réutilisation de la ressource intra-unité et atelier d'Élise Énergie, mais également avec les partenaires économiques extérieurs immédiatement adjacents à nos futures implantations. C'est au moins un début de réponse. On peut vous renvoyer vers le site d'ECO parce qu'il y a plus d'informations et vous y trouverez aussi les contributions mises à disposition. Je ne sais pas si ça répond. Ça vous va? Ouais. Si. Ouais. Oui. Oui, absolument. Il faut aussi mettre en perspective la source de l'eau, qui d'une part ici nous parlons de l'île de la Platière et d'éventuellement le versant du Rhône, enfin le bassin du Rhône, alors que dans le bassin de Lac, il y a le gave de Pau qui effectivement alimente les industriels au sens large de tout le bassin palois. Si vous permettez, j'aurais tout de même souhaité apporter un complément de réaction de notre part, de la part du porteur de projet, à la contribution de M. Pont sur l'idée d'un prélèvement en eau de surface. Je pense que tous ici ce soir, nous pouvons nous accorder sur le fait que c'est une idée à prendre au sérieux,
et vous avez raison. Nous pouvons, je pense, au moins intellectuellement, y souscrire. Simplement, en tant que porteur de projet aujourd'hui et industriel demain, s'intégrant dans la plateforme, nous travaillons aussi dans un environnement où nous bénéficions à la fois des opportunités offertes par la plateforme et travaillons dans le cadre des règles aussi fixées par la plateforme. Donc c'est pour nous, je pense, une alternative parmi d'autres de pouvoir récupérer les autres surfaces, mais c'est aussi une contrainte et des règles, entre guillemets, des règles du jeu, si vous me permettez l'expression, et je parle sous le contrôle de M. Cress, où nous n'avons pas forcément la nécessité ou l'obligation, ou le droit plutôt, la latitude, de pouvoir décider de façon autonome, sans nous concerter à minima avec le GIE, pour décider de façon autonome d'aller prélever l'eau de surface par nous-mêmes, puisque nous nous inscrivons dans un protocole d'utilisation des utilités, au sens large du GIE Osiris, qui a priori, et je pense que effectivement, vous avez raison, ça doit être mis au débat entre industriels pour ouvrir cette réflexion d'utilisation d'eau de surface, mais nous ne pouvons pas non plus le faire de façon autonome. Nous tentons du mieux qu'il est possible de faire, de nous inscrire dans le plan territorial de gestion de l'eau, de le respecter, de respecter des engagements pris de façon antérieure à notre arrivée sur la plateforme pour respecter également les engagements pris par la plateforme. Mais ce faisant, bénéficiant de services et d'une intégration de notre projet au sein de la plateforme, nous devons aussi nous conformer à des règles qui étaient existantes. Et donc, nous souhaitons bien évidemment faire évoluer, mais qu'un investissement de cette nature, différentes alternatives s'offrent à nous, et que entre, par exemple, je dis par exemple, c'est une alternative parmi d'autres, réaliser un investissement de façon autonome pour récupérer de l'eau de surface ou recycler de l'eau, puisque cela a été dit par mes collègues, de l'eau actuellement rejetée au milieu naturel dans le canal couvre largement les besoins d'Élysée Énergie. C'est une autre alternative que nous souhaiterions également, dans les prochaines années, interroger et questionner les membres et le GIE à ce sujet-là pour faire évoluer les usages et les pratiques. Et je crois que M. Cress souhaitait réagir à mon propos. On vous écoute. Oui, il y a une règle sur la plateforme qui est que Osiris fournit les utilités et ça ne peut pas être autrement. Autrement dit, c'est un schéma inédit dont on est en train de parler et il n'y a jamais eu de projet suffisamment important en volume d'investissement pour qu'on ose poser cette question, mais là c'est le cas. Si ça devait se faire, c'est Osiris qui va prélever cette eau dans le Rhône et qui va la distribuer à Élise. Et il y a une autre règle qui dit que si un porteur de projet, au-delà de ce qu'il peut trouver sur place comme infrastructure et intérêt à venir s'implanter, nécessite que des nouvelles capacités soient développées, eh bien, il faut qu'il les finance. Donc, grosso modo, l'idée, c'est il n'est pas interdit du tout d'imaginer prendre de l'eau dans le Rhône. C'est Osiris qui, juridiquement, la pompera. Et c'est Élise qui serait le financeur de l'opération. Voilà. Alors après, bien sûr, Osiris, lui, il a aussi des actionnaires. Ces actionnaires ont un pouvoir de décision. Et là, les actionnaires agissent dans le cadre de statuts. Hein. Donc tout ça est à prendre en compte. Je pense qu'on peut encore continuer à faire circuler le micro autant que besoin. Au fond de la salle, ma collègue pour la visio me fait signe qu'il n'y a pas de questions. Mais donc, du coup, vous avez toujours la priorité pour la parole. N'hésitez pas. On est à votre écoute. Oui, allez-y. Alors, je vais faire la naïve, mais je souhaitais une précision parce que c'est allé assez vite dans les propositions. Il me semble, Monsieur Cress, que vous avez justement insisté en disant il ne suffit pas qu'une entreprise, on va dire A, passe son eau pour qu'elle soit réutilisée par l'entreprise B. Et qu'il y a aussi une réflexion à faire que chaque entreprise, j'allais dire, se responsabilise pour aussi traiter l'eau
qu'elle passe éventuellement à l'entreprise B, etc. Je ne sais pas si c'est exactement ce que vous avez voulu dire tout à l'heure, mais en tous les cas, je me suis dit, on ne fait pas l'économie aussi pour chaque entreprise de réfléchir sur comment elle traite leurs eaux et comment éventuellement elle les passe à une autre entreprise. En fait, la loi aujourd'hui dit les circuits de refroidissement dits ouverts sont interdits. C'est-à-dire que vous ne prenez pas l'eau dans le milieu naturel, quel que soit le compartiment souterrain, superficiel et tout ce qu'on veut, vous l'utilisez et vous la rejetez. Ça, ce n'est plus possible. Le circuit que vous avez schématisé ici est un circuit semi-fermé, on va dire fermé, tout simplement parce qu'il cherche à être économe en énergie. Et aujourd'hui, les quantités d'eau évaporée et les quantités d'eau purgée sont telles que la consommation peut être réduite facilement d'un facteur 20. Donc évidemment, on ne parle plus du tout des mêmes usages. Donc, les différentes entreprises, certaines entreprises bénéficient encore des circuits ouverts parce qu'elles ont, appelons ça un droit acquis, qui n'a jamais pu être révisé parce qu'elles n'ont jamais demandé d'extension de capacité, de modification de leurs procédés, etc. Donc, vous comprenez bien, il y a 15 entreprises sur la plateforme chimique de Roussillon et autant de situations très contrastées. Des entreprises qui même ne consomment pas d'eau dans leurs procédés et d'autres qui en consomment énormément. Donc, nous avons, nous, à gérer une situation très variable d'une entreprise à l'autre et jusqu'au cas, je dirais, extrême de la société qui n'a pas juridiquement pu être mise en contrainte d'avoir économisé son eau. Ça appelle des réactions, donc je retourne vers notre participant. S'il n'y a pas d'autres questions, pour aller au bout de ce sujet, je pense que les éléments qui ont été apportés montrent bien que la principale ressource que vous envisagez d'utiliser pour une réutilisation, c'est celle effectivement d'un ancien atelier qui est un circuit ouvert et donc hors clou. Ce qui veut dire que cette entreprise-là, tôt ou tard, soit elle fermera et cette ressource disparaîtra si sa production n'est plus viable économiquement, soit elle devra se moderniser et elle devra se mettre en conformité. Et donc, passer d'un circuit ouvert à un circuit fermé. Ce qui veut dire que pour vous, la disponibilité de cette ressource, elle n'est pas du tout garantie à un horizon de 25 ans. Et je pense qu'on peut même dire qu'il est à peu près certain qu'à un horizon de 25 ans, ces ateliers relativement anciens, gros consommateurs d'eau, auront soit disparu, soit se seront modernisés. Donc il me semble que stratégiquement, ce n'est pas forcément le meilleur choix pour vous. Très bien. On a l'argumentaire, on l'a poussé jusqu'au bout. Ça appelle une réaction de votre côté? Non, mais c'est un point qu'on a pris en compte et je pense que pour revenir sur ce qu'on a présenté, on ne l'a pas mis dans la slide, mais le premier levier, c'est quand même de réduire notre consommation au maximum. Et c'est... alors on n'est pas allé dans le détail de toutes les études et tous les leviers qu'on regarde, mais cette opportunité de recycler de l'eau d'autres industriels de la plateforme, c'est un deuxième levier, mais ça ne... on ne l'utilise pas pour éviter de réduire notre consommation. C'est le premier levier qu'on étudie et on s'engage à réduire au maximum et à avoir les procédés les plus économes en eau. Donc voilà, c'est juste pour réagir et on est en ligne avec les commentaires que vous avez pu faire. Je crois que le micro tourne pas mal dans les équipes, donc vous avez eu raison de contribuer. A priori, ça fait réagir. Ouais, je voulais juste compléter le propos de Christophe. On n'en a pas parlé non plus ce soir, mais dans les alternatives pour réduire le prélèvement, là, on vous a parlé de l'utilisation des rejets des autres industriels, mais nous, au sein même de notre procédé, on rejetterait aussi de l'eau. En fait, quand on regarde la synthèse de méthanol, on produit du méthanol et de l'eau.
Aujourd'hui, les chiffres qui vous ont été présentés, ils n'ont pas considéré le recyclage de cette eau qui est produite dans cette unité. Donc clairement, ça fait aussi partie des pistes quand on regarde ce qui est du recyclage de l'eau en interne chez Élise Énergie et après éventuellement en externe. Ralil, j'ai vu que le micro était repassé dans tes mains. Oui, absolument. Tout d'abord, Monsieur Pont, merci beaucoup pour cette question parce que sincèrement, la qualité des débats qui permettent ce genre d'échange sont très intéressants pour nous et ça montre que ce sujet porte un intérêt et nous, cet intérêt, nous le partageons. Si vous me permettez plusieurs réactions par rapport à votre intervention. La première, et cela a été dit par Mélanie tout à l'heure, les chiffres que vous voyez affichés à l'écran sont des chiffres maximalistes. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si on se revoit dans 2 ans et que ces chiffres n'ont pas bougé, ce serait clairement un échec pour Élise Énergie. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, qu'un industriel en particulier remplace son système de refroidissement d'un circuit ouvert par un circuit fermé, très sincèrement, on s'en féliciterait. On s'en féliciterait chez Élise Énergie. Pourquoi ? Parce que cela a été dit, si j'ai bien compris le propos de M. Cress, ça diviserait le prélèvement de cet industriel par 20. Donc ça baisserait le prélèvement de l'ensemble des acteurs de façon considérable pour le GIE et cela mettrait l'ensemble du prélèvement dans une trajectoire encore plus vertueuse, je l'espère, que le PTGE. Donc ce serait une très très bonne nouvelle. Très très bonne nouvelle. Industriellement, le risque porté industriellement par Élise Énergie, il est extrêmement faible. Je ne sais pas si cela a été dit par M. Cress, mais peut-être connaissez-vous le chiffre en millions de mètres cubes annuels d'eau rejetée par le GIE dans le canal du Rhône, mais il ne dépend pas que d'un seul industriel. De là à ce que l'ensemble de la quantité de l'ensemble des circuits de refroidissement du GIE rejetés dans le canal du Rhône passe en dessous de 2,7 millions de cubes par an, je ne pense pas que ce soit dans les prochaines années. Donc le risque porté par Élise Énergie de ce point de vue-là est très faible, puisque si on peut faire une connexion vers l'aval, la sortie d'un circuit de refroidissement numéro 1, on pourrait le faire sur autant de circuits de refroidissement qu'on voudrait. Ça, c'est un deuxième élément de réponse. Et puis un troisième élément de réponse, peut-être que finalement, si les industriels ayant des circuits ouverts sont contraints à changer leur modèle de refroidissement, peut-être que les volumes totaux, Élise Énergie plus d'autres industriels qui devraient changer leur système de refroidissement, justifieraient réglementairement, économiquement, politiquement, écologiquement, d'investir dans un captage de l'eau de surface. Et on s'en réjouirait encore une fois chez Élise Énergie. Voilà, c'est ce que je voulais contribuer. On peut encore faire des allers-retours, hein, parce que je pense qu'on vous écoute tous avec beaucoup d'attention. Donc, je pense que ça va être dur pour les autres participants aussi d'interrompre cette trajectoire pour prononcer d'autres questions, mais on vous écoute, on a encore le temps. Bien sûr, on peut continuer les échanges aussi autour d'un verre ou en grignotant un bout, mais tant qu'on est en format comme ça et qu'on a aussi les participants en visio, n'hésitez pas. Les garants, on me fait signe que non, mais bon, a priori, le micro continue de circuler. Peut-être, en attendant que d'autres idées viennent, je peux juste rappeler que nous avons d'autres interventions, et notamment la semaine prochaine, mais je crois que certains parmi vous ce soir sont inscrits à l'atelier sur l'approvisionnement et le raccordement, atelier dont l'ordre du jour a été légèrement modifié pour intégrer raccordement. Et le volet synergie, du coup, sera traité en dernière semaine, le 8 février, avec dynamisme économique et retombées pour le territoire. Donc on fait un gros volet synergie, contribution au développement. Et semaine prochaine, un volet approvisionnement et raccordement. Donc on reste aussi sur des grands ensembles thématiques. On rencontre les lycéens de Verguin la semaine prochaine aussi pour un format un peu plus... moins un grand public du coup, puisque dédié aux lycéens. Et on continue avec le marché de Serrières et un stand à la médiathèque.
de Salles-sur-Sanne dans les prochaines semaines. Donc on espère continuer à rencontrer du monde, toujours accompagné des garants de la Commission nationale du débat public. Est-ce que, malgré ces quelques mots, on aurait loupé des questions ? Eh bien, c'est parfait. Regardez, j'ai bien fait de patienter. Pour changer de sujet, vous avez dit que sur les différentes ressources, sur l'estimation des quantités ou des volumes des différentes ressources, c'était des chiffres encore grossiers que vous allez affiner. Bon, là, on a beaucoup parlé de l'eau. Alors, ce n'est pas le sujet de ce soir, mais sur les autres ressources, l'amplitude de variation que vous envisagez, que ce soit vers le moins ou vers le plus, elle peut être dans quelle fourchette ? Est-ce qu'on a un début de réponse à cette question ? Parce que je pense qu'on pourrait spécifier par... Alors, simplement, si je pouvais simplement vous demander de préciser quelles ressources ou à quelles ressources vous pensez spécifiquement. Toutes celles que vous avez présentées. Il y a l'eau, il y a l'électricité, le carbone, la vapeur d'eau, enfin, tout ça, quoi. Merci. Effectivement, le volume de méthanol que nous souhaitons produire étant un invariant du projet, pour produire 150 000 tonnes de e-méthanol par an, nous avons besoin littéralement de 240 MW de puissance, de 29 000 tonnes d'hydrogène et de 213 000 tonnes de CO2. Donc finalement, il n'y a pas intellectuellement d'intervalle d'incertitude quant à ces productions-là, aux aléas près d'interruption de production qui sont rendus nécessaires par de la maintenance d'équipements annuels, quinquennaux, décennaux, ou des arrêts dus au raccordement de RTE pour maintenance également, ou ce type d'événement. Donc sur la ressource en électricité, la ressource en carbone, il n'y a pas de tolérance ou de variation de ces valeurs-là. J'ai pas rêvé, votre bras s'est levé, non ? J'ai rêvé, absolument. C'était l'envie d'avoir une dernière question, mais c'est pas grave. Il me reste à vous remercier les participants en visio également. Et vous l'avez compris, donc on aura d'autres occasions de se rencontrer. Je laisserai le mot de la fin aux équipes Élise peut-être, mais en tout cas c'était très intéressant. On a de la matière aussi pour le bilan. Donc pour ce mot de la fin, l'idée étant que du coup vous êtes accueillis sur votre gauche si vous le souhaitez, et sinon nous vous libérons pour ce soir. Merci beaucoup. Petit mot de la fin personnel, moi j'étais ravie d'être avec vous ce soir et d'avoir pu vous présenter, je l'espère, de la façon la plus claire possible les enjeux techniques de nos projets liés à l'eau. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et au plaisir en tout cas de continuer les échanges. Vous pouvez aussi évidemment contribuer sur le site et on répondra à vos questions avec le plus de détails possible et avec les éléments que l'on a à date. Khalil, un mot Effectivement, Mélanie, merci. Tu as effectivement dit l'essentiel. Vous remercie également pour votre participation ce soir. La concertation se poursuit jusqu'au 25 février avec un forum de clôture le 15. Et il y aura effectivement une restitution, un bilan de la part des garants et puis une restitution des contributions et une réponse de notre part maître d'ouvrage. Nous avons à cœur d'apporter le plus de transparence à l'ensemble des contributions, à répondre de façon la plus exhaustive à l'ensemble des questions qui nous sont posées à la lumière des éléments de réponse que nous avons aujourd'hui. Nous pouvons poursuivre nos échanges de façon plus informelle dans un instant si vous le souhaitez. Et puis effectivement, vous rappeler que vous pouvez nous contacter par tous les moyens au travers du site de la concertation, au travers de notre site internet, venir nous rencontrer directement, soit dans nos locaux, soit au sein de la plateforme. Et nous serons ravis de vous donner des nouvelles de la situation du projet dans les prochains mois et les prochaines années. Merci en tout cas à vous, merci pour votre venue ce soir.